La hiérarchie respectée aux internationaux de Wimbledon. Pete Sampras l'emporte face à Cédric Pioline en 3-7. Tour de France cycliste, première étape avec une chute du peloton à quelques kilomètres de l'arrivée et victoire de l'Italien Cipollini qui prend le maillot jaune. Le nouveau président du RPR s'appelle Philippe Séguin, élu cet après-midi à l'occasion des assises extraordinaires du mouvement après la défaite aux élections législatives. Philippe Séguin est notre invité ce soir. Cambodge, l'un des deux premiers ministres, l'ancien communiste Hun Sen, a pris le dessus sur son rival. Ses troupes tiennent la capitale. Cinéma, sorti cette semaine du film Le Fan avec Robert De Niro, l'admiration d'un supporter pour son idole qui finira par le pousser au cri. Madame, monsieur, bonsoir. Soyons tout à fait honnêtes, il n'y a pas de regret à avoir après la défaite de Cédric Pioline en finale du tournoi de Wimbledon face à l'Américain Pete Sampras. Le numéro 1 mondial était vraiment trop fort, il l'a emporté en 3-7. Yann Lavoie. Elle l'aime, et comme tous les autres spectateurs, elle n'a vu que lui, Pete Sampras, cet après-midi sur le central de Wimbledon. À 25 ans, l'Américain a remporté ce tournoi pour la 4e fois. Il n'a eu besoin que d'1h35 aujourd'hui pour exécuter Cédric Pioline en 3-7. L'Américain a réussi une bordée d'ace. Sur les services de Pioline, des retours gagnants. Pete Sampras a interdit aux échanges de se prolonger. Ainsi, les points, comme les balles, ont défilé les uns après les autres sans que Cédric Pioline ne puisse stopper l'hémorragie. À chaque minute de repos, il a cherché à se reconcentrer pour mieux repartir. Et lorsqu'enfin le Français parvenait à recouvrer son jeu qui avait séduit durant toute cette quinzaine, il lui manquait le coup gagnant. Pete Sampras était infranchissable, un véritable numéro 1. La balle de match n'a pas duré plus longtemps que les autres. Sampras s'est imposé 6-4, 6-2, 6-4. Pioline n'a encore jamais battu l'Américain. Mais il faudra se souvenir de la qualité de jeu de Pioline durant ce tournoi. Le Français a beaucoup progressé et cette finale doit lui servir à 28 ans à entamer une brillante seconde partie de carrière. Cédric Pioline battu en finale donc, mais sa performance reste remarquable. C'est vrai, depuis Yannick Noah et Henri Lecomte, il était tout de même très rare de voir un Français parvenir jusqu'à une finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pioline y est arrivé par 2 fois aux États-Unis il y a 4 ans et cet après-midi donc à Wimbledon où l'a rencontré François Brabant. De l'herbe, encore. 2 heures après sa finale, comme s'il n'en avait pas eu assez, Cédric Pioline vient nous rejoindre au bout du pré, en face de Wimbledon. Ici, l'herbe est plus épaisse, celle du central, Sampras lui a coupé sous le pied. J'étais dominé, j'étais en train de courir par rapport au score. J'ai perdu malheureusement trop tôt mon service dans chaque set. Donc ça devient difficile, mais bon, j'ai essayé par rapport à mon jeu, par rapport à ce que je faisais aujourd'hui, de me battre jusqu'au bout, d'essayer de revenir au score et pourquoi pas d'avoir une opportunité. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que vous gagniez aujourd'hui ? Je pense qu'il faut que je m'améliore encore. Je pense que surtout par rapport à son type de jeu et par rapport à la surface, il faut vraiment que je m'améliore au service parce que bon, il y a un écart qui est assez grand et il gagne beaucoup de points facilement. Et moi, je suis obligé de travailler tout le temps. J'ai beaucoup moins de points faciles que lui. Il n'en a, donc forcément la pression est sur mon service. Je me suis à nouveau montré que, et d'abord en premier effectivement à moi-même et ensuite à tout le monde, au public, aux médias, à tous les gens plus ou moins proches que je peux avoir, que je pouvais à nouveau bien jouer dans un très gros tournoi sur des matchs extrêmement importants. Et je crois que ça c'est déjà un grand bout de chemin. Pour un nouveau Français vainqueur à Wimbledon, il faudra donc attendre au moins 52 ans. Mais ça pourrait bien être Pioline et pourquoi pas l'année prochaine, car à Wimbledon maintenant, on va le prendre au sérieux. Première étape du Tour de France cycliste aujourd'hui entre Rouen et Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Le Britannique Chris Vorman a déjà perdu son maillot jaune. C'est l'Italien Cipollini qui l'a endossé après une victoire au sprint. Une étape marquée par une chute collective du peloton à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Alexandre Carra. Aujourd'hui, Mario Cipollini n'aura pas tiré la langue pour rien.
coup double pour Cipollini qui s'impose dans la première étape du Tour 97 et souffle le maillot jaune de leader à Chris Borman. À 30 ans, Mario Cipollini de la formation Saeco réalise une belle saison. Il a déjà gagné cette année 5 étapes dans le Giro et récupère un maillot jaune qu'il n'avait plus endossé depuis 93. Cette première étape du Tour, 192 km de Rouen à Forges-les-Eaux, sans difficulté majeure, devait être un parcours sans histoire. Et pourtant, les hommes de la Grande Boucle s'en souviendront. Peut-être pas pour la belle échappée des trois mousquetaires, Arturas Kaspoutis, Luca Colombo et Servais Knaven, rejoints à 10 km de l'arrivée, mais plutôt pour cette chute collective très spectaculaire. Le peloton se transforme en un gigantesque méli-mélo de coureurs et de vélos. Une chute qui contraint le Français Gilles Tallement d'Aubervilliers 93 à l'abandon, une fracture à l'avant-bras, Tallement peut dire adieu à son 3e Tour de France. Au sortir de la chute, le peloton se scinde en deux. Il y a les vénards qui prennent le large et ceux qui cherchent en vain à recoller au groupe de tête. Bilan à l'arrivée, Cipollini devance le Belge Stils, le Français Moncassin et l'Allemand Zabel. Mauvaise journée pour le vainqueur 96, Björn Riis a cédé près d'une minute. Après quelques difficultés techniques, cette fois-ci, le petit véhicule explorateur déposé par la sonde américaine éclaireur sur Mars s'est mis en route. Téléguidé de la Terre, il va observer et fouiller le sol de la planète rouge. Jacques Cardoz. Les responsables de la mission sont heureux de vous faire découvrir Mars, version panoramique. Les clichés accumulés depuis 24 heures permettent dès aujourd'hui d'avoir une vue à 160 degrés de la planète rouge. Et la mission est un véritable succès. Car Rocky roule sur Mars. Le voilà, ce petit robot à 6 roues. Il mesure 30 cm, pèse 10 kg, a déjà franchi quelques obstacles, une pierre, et envoyé les premières données météorologiques. Dirigé à partir de la Terre, Rocky étudie la composition chimique du sol. Ses pérégrinations martiennes débutent à peine, et sur Terre, les scientifiques sont aux anges. L'engin spatial marche merveilleusement bien. La Jeep se déplace sans aucun problème. On reçoit des images formidables sans discontinuer. Et ici, je peux vous dire que nous sommes tous au paradis. Quant aux responsables du robot, ils n'hésitent pas à parler d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'exploration. Il faut dire que Rocky est le premier engin à avoir jamais roulé sur cette planète. Au Cambodge, les événements sont allés très vite aujourd'hui après un affrontement entre les troupes des deux premiers ministres rivaux. Ce soir, c'est apparemment l'ancien communiste Hun Sen qui a pris le dessus. Le prince Ranarridh, fils de Norodom Sihanouk, qui était en voyage en France, a décidé d'y rester pour organiser la résistance. Son rival a ordonné son arrestation et ordonné également sa destitution. Jean-Marc Idlouz. Les feux de la guerre civile qui ont embrasé certains quartiers de Phnom Penh depuis 3 jours peuvent-ils vraiment s'éteindre après la victoire apparente de l'un des premiers ministres rivaux, l'ex-communiste Hun Sen? Rien n'est moins sûr pour la population de Phnom Penh et les résidents étrangers qui, chacun à leur manière, tentent de quitter la ville dont l'aéroport reste fermé, la quitter par tous les moyens. Une ville bien quadrillée ce soir par les chars de Hun Sen, du moins dans le centre où une partie de l'état-major de son rival, l'autre Premier ministre, le royaliste Norodom Ranariddh, se serait rendu. Après des combats dont le bilan provisoire reste modéré, 12 morts et 50 blessés, aucune victime en tout cas atteinte par les obus qui ont touché une partie de l'ambassade de France, proche du quartier général royaliste. Mais la confusion restait totale après le cessez-le-feu annoncé de Tokyo et qui cet après-midi semblait refusé par tous. Pour l'instant, on n'entend plus aucun tir, si vous voulez, d'armes lourdes. Et on attend de savoir quelle en est la situation très exactement. Et si ce cessez-le-feu est accepté de part et d'autre, quoi. Quant à l'appel au dialogue lancé de Pékin par le vieux roi Sihanouk, père de Ranariddh, il a certes le soutien de la France, mais ce soir, les deux frères ennemis du gouvernement cambodgien s'accusent mutuellement de trahison et de coup d'État. Et la principale faction Khmer Rouge semble prête à soutenir le prince Ranariddh, surpris en France pendant une visite privée. Destitué par son rival cet après-midi, il prétend désormais incarner seul la légitimité de son pays.
Le traditionnel défilé des protestants partisans du maintien de l'union de l'Irlande du Nord avec l'Angleterre s'est finalement déroulé aujourd'hui dans un calme relatif. Dans la traversée des quartiers catholiques de la petite ville de Portadown, la présence massive de policiers et de soldats a empêché toute confrontation directe entre les deux communautés. Mais des incidents ont eu lieu après le passage du défilé. Éric Monnier. Finalement, ils ont traversé Garvaghy Road, les 1200 protestants de l'ordre orange, au nez et à la barbe des catholiques massés devant leur maison dans leur quartier de Portadown, en Irlande du Nord. Le service minimum, une seule fanfare, la condition sine qua non pour que finalement le gouvernement britannique finisse hier soir par donner son aval à cette manifestation, vécue comme un affront par les catholiques irlandais. Des sifflets, des slogans, mais pas d'affrontement direct, comme on le redoutait entre les deux communautés. Il faut dire que la police et l'armée avaient pris leurs précautions, le dispositif le plus important en 28 ans de conflit. Et pour eux, les catholiques avaient prévu un comité d'accueil. Selon de nombreux témoins, la réponse de la police a été particulièrement brutale. Bilan, une dizaine de catholiques blessés, beaucoup dus aux balles en caoutchouc des forces anti-émeutes. L'année dernière, c'est cette même parade qui avait déclenché durant l'été les pires affrontements entre catholiques et protestants depuis 20 ans. Une parade qui commémore une victoire protestante en perpétuant la haine du catholique 300 ans après les faits. Confirmation ce soir de la victoire du Parti socialiste albanais au terme du deuxième tour des élections législatives. Les socialistes sont déjà certains d'emporter là-bas 81 sièges sur 155. Le président actuel, Sali Berisha, dont la formation politique a été battue, a annoncé qu'il allait démissionner. En Bolivie, où il a été tué en 1967, les ossements du célèbre chef révolutionnaire cubain Che Guevara ont été découverts il y a une quinzaine de jours et officiellement identifiés aujourd'hui. La découverte a eu lieu dans le sud-est du pays. Che Guevara avait été exécuté après son arrestation par l'armée bolivienne alors qu'il avait rejoint le maquis pour mener la révolution dans ce pays. Retour en France, Philippe Séguin, élu président du RPR lors des assises exceptionnelles du mouvement gaulliste organisées à Paris aujourd'hui à la suite de la défaite aux récentes élections législatives. Philippe Séguin a appelé à un véritable renouvellement du mode de fonctionnement et du discours politique. Nous allons en parler dans un instant avec lui. Il est notre invité. Mais avant cela, retour sur cette journée. Jeff Wittenberg, Marie-Pierre Cassignard. Le clou du spectacle mis en scène par le RPR, un message de Jacques Chirac lu par un militant. Avec vous, je veux dire ma confiance à Philippe Séguin pour conduire le mouvement sur les voies de la rénovation. Émotion au moment où le pouvoir change de main. La journée avait commencé dans l'énervement. Attention. Monsieur Pasqua. Écoutez, bon, vous êtes bien gentil. Laissez-moi arriver. Premier mouvement d'humeur entre supporters, ceux du nouveau président et ceux du président sortant, entente moyennement cordiale. Avec Alain, Séguin fera très bien la synthèse en tant que président. Mais sans doute. Mais moi j'aurais envie de dire, Philippe Séguin fera très bien président, mais président intérimaire. Voilà. Alain Juppé en tout cas s'est offert une belle sortie. Ovation pour son ultime discours de patron des gaullistes et aussi pour son hommage au chef de l'État. Je vous remercie pour votre fidélité à Jacques Chirac, pour votre engagement à ses côtés dans les 5 ans qui viennent. Et en 2002, lorsqu'il s'agira de l'accompagner à nouveau pour la victoire. Retour des mouvements d'humeur lorsqu'Édouard Balladur monte à la tribune. Une bronca dont l'autre cible est Nicolas Sarkozy. Futur secrétaire général, beaucoup de militants n'en veulent pas. Philippe Séguin le sait, élu cet après-midi à plus de 80% des voix. Il pense qu'il faut tourner la page. Ces assises ne sont la revanche de personne. Trêve d'ailleurs de propos grinçants et de rancœurs mesquines. Nous devons être ensemble, sinon c'est ensemble que nous disparaîtrons. Philippe Séguin, pourtant, aura pu mesurer aujourd'hui que le parti dont il hérite est loin de faire bloc. La sortie sous les bravos d'Alain Juppé prouve qu'il faudra encore compter avec l'ancien Premier ministre dans la refonte du mouvement. Quant à l'accueil houleux réservé aux baladuriens, il démontre que beaucoup de militants n'apprécient pas l'alliance que Philippe Séguin a passée avec eux. Le choix des hommes, la place réservée surtout à Nicolas Sarkozy, sera la première décision la plus attendue du nouveau patron du RPR. En compagnie d'Arlette Chabot, je reçois donc ce soir Monsieur Philippe Séguin. Monsieur Séguin, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous a entendu prêcher la réconciliation au sein du mouvement cet après-midi, précisant bien que vous n'étiez pas un parti politique comme les autres et que ce parti, ce mouvement ne devait pas être au service d'une ambition personnelle. Donc ça n'est pas
Vous n'êtes pas élu pour que le parti, le mouvement soit à votre service, au service de Philippe Séguin? Certainement. Le mouvement gaulliste, il est là pour porter un certain nombre d'idées, qui ont été les idées qui ont été défendues victorieusement par Jacques Chirac en 1995. Notre analyse, c'est que 1997, les élections législatives n'effacent pas 1995, l'élection présidentielle. Et notre souhait, notre ambition, c'est de défendre le rôle et la place du président de la République dans les institutions dans les mois et les années qui viennent. Alors vous dites que 1995 n'est pas effacé, mais visiblement au niveau des rancunes à l'intérieur du RPR également. Comment allez-vous faire pour réconcilier tout le monde? On a vu l'accueil réservé à Édouard Balladur cet après-midi, Nicolas Sarkozy, les amis d'Alain Juppé. Comment allez-vous faire pour réconcilier tout le monde? Vous aurez ainsi constaté que lorsque je parlais de réconciliation comme de notre tout premier objectif, ça n'était pas un vain mot. Ça n'était pas un vain mot, et que au moins ce premier élément du projet que j'ai proposé aux assises répond à une véritable nécessité. Non, je crois qu'il faut que nous apprenions à assumer notre diversité. C'est notre essence même. Vous le disiez très bien à l'instant. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous n'avons pas vocation à être un parti politique. Et chaque fois que nous avons dérivé vers le statut de parti politique, nous avons eu des problèmes. Oui, bien sûr. Autour d'Alain Juppé, par exemple? Non, ne personnalisons pas, non, mais ça a déjà été le cas. En vérité, nous avons vocation, nous gaullistes, à constituer un rassemblement. C'est une méthode différente de la méthode partisane. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les partis, mais un parti, à mes yeux, à nos yeux, c'est forcément réducteur. Ça représente un certain nombre de catégories, un certain nombre d'intérêts, c'est tout à fait légitime d'ailleurs. Et ensuite, bon, ces intérêts, ces catégories altèrent nos pouvoirs. Nous avons une autre approche de la chose politique. Nous pensons qu'il faut un grand mouvement politique qui représente l'ensemble des sensibilités, qui essaye d'en faire la synthèse lui-même et qui ensuite soit prêt à gouverner. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'avez pas voulu distribuer des places? Oh, mais écoutez, de toute façon, moins que jamais, notre mouvement sera... que les baladuriens demandaient, Nicolas Sarkozy, secrétaire général. Un mouvement de notables. Ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, nous nous donnons pour objectif, en dehors de la réconciliation, de rénover notre mouvement. Nous allons convoquer de nouvelles assises qui réformeront nos statuts. Dans l'immédiat, il y aura une structure provisoire et il va de soi que j'essaierai de faire en sorte que toutes les sensibilités qui se sont dégagées, qui se sont illustrées au cours des assises notamment, soient représentées. Alors, quand vous dites synthèse, prenons par exemple sur le plan économique. Vous avez toujours incarné ce qu'on appelle le gaullisme social. On vous reproche souvent d'ailleurs même d'être trop à gauche parmi vos amis. Alors, entre ce que vous incarnez et le libéralisme façon Balladur-Sarkozy, comment vous allez faire la synthèse? Écoutez, mais c'est très simple, et je crois que c'est un bon exemple de la qualité de la méthode que nous préconisons. Il y a deux façons de se tromper devant les défis auxquels la France est confrontée, et qui ont un mot qui les résume, c'est la mondialisation. Bon. La première façon de se tromper, c'est de comprendre la mondialisation, mais de se dire que, bon, il faut en tirer certaines conséquences, se lancer dans une course au moins-disant social, remettre en cause tous les acquis, enfin jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, certains proposent cette solution. À mon avis, ça ne tient pas la route. D'abord parce que c'est complètement contraire à notre histoire, à nos valeurs, etc. Et d'autre part, ça ne sera pas supporté par les Français, on ira vers l'implosion. Il y a une deuxième façon de se tromper, alors celle-là, c'est celle du gouvernement. Enfin, si j'en crois ce qu'a raconté M. Jospin dans son discours de politique générale. C'est d'avoir un discours extrêmement généreux sur les valeurs, sur la solidarité, et puis de totalement ignorer le monde dans lequel on est. Moi, j'ai été très frappé lorsque M. Jospin s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée nationale. Il a parlé 1 heure. Il n'a pas parlé une seule fois de la mondialisation, de l'environnement dans lequel on était. Alors, deux façons de se tromper, sympathiques pour l'une,
inquiétante pour l'autre, mais deux façons de se tromper. Ce qu'il faut, c'est évidemment une synthèse entre la nécessité de la compétitivité à laquelle on n'échappera pas, et d'autre part, le maintien des objectifs de solidarité et de cohésion sociale. Quand on vous a entendu récemment vous rallier aux 3% de déficit budgétaire, mais je ne me suis rallié à rien du tout, Arlette Chabot. Mais Arlette Chabot, voilà. Mais alors, ça c'est un procès vraiment... non, c'est un procès dont vous vous faites écho, Arlette Chabot, que vous ne reprenez pas à votre compte. Vous êtes trop attentive de la réalité des choses pour le faire un instant. Bon, vous risquez de le faire. Non, en 1992, et je n'y suis pour rien, la France a voté oui à un référendum sur un traité qu'on appelle le traité de Maastricht. Vous vous en souvenez probablement. Donc, bon. Écoutez, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et dans le traité de Maastricht, parce que certains ont l'air de découvrir ça, il y a 3% qui sont effectivement écrits. Et les Allemands sont effectivement fondés à dire attention, il y a un petit problème là. Monsieur Séguin, revenons à la politique française. Mais on y est dans la politique française. Parce que la politique française et la politique européenne sont de moins en moins difficilement. Un de vos projets, c'est de reconquérir les voix du Front National. Comment? Il y a un débat. Attention. Il y a un débat au sein de la majorité entre ceux qui pensent à une alliance et vous qui dites qu'il faut savoir parler au peuple et nous ne savons plus le faire. Mon projet, c'est d'avoir le plus de voix possible d'où qu'elles viennent. Bien. Cela étant, nous avons effectivement un problème facile à identifier, qui est celui du Front National. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème. Il n'y a pas que le RPR. Moins que vous. Ah, mais excusez-moi, lorsque dans une démocratie, un parti d'extrême droite atteint les chiffres qui sont atteints par le Front National, ça pose un problème à tout le monde. Un problème de fonctionnement de notre démocratie. Non, nous, ce que nous disons, c'est que nous récusons évidemment les idées véhiculées par la direction du Front National. Mais en revanche, nous admettons bien volontiers que parmi les électeurs du Front National, il en est de très nombreux qui ne sont ni fascistes, ni racistes. Ceux-là ont été souvent des électeurs, voire des militants des formations de la majorité, en particulier de la nôtre. Eh bien, ceux-là, nous nous donnerons les moyens de les convaincre que Le Pen leur propose une impasse, mais que nous sommes capables de leur parler et de leur ouvrir des perspectives qui soient susceptibles... Alliance, pas d'alliance alors? Il est évidemment hors de question de faire des alliances, de même qu'il est hors de question de continuer à diaboliser le Front National, comme le font les socialistes, très habilement, pour nous gêner, car en diabolisant le Front National, vous le renforcez, parce que vous le désignez comme le meilleur vecteur des inquiétudes et des angoisses qu'un grand nombre de Français éprouvent aujourd'hui. Monsieur Séguin, dans votre discours, vous avez dit que vous n'étiez pas un partisan du consensus. Vous dites que la politique, c'est un combat. Vous avez été assez violent contre Lionel Jospin, dont vous avez dit ces derniers jours, il ne faut pas qu'il se prenne pour le président bis. Ah ben, tout à fait, oui. Moi j'ai été très choqué par ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale sur le sommet de Denver et ce qu'il a fait dire sur les problèmes de l'OTAN. Je crois que nous sommes dans un domaine qui est peut-être un domaine partagé, mais où il convient de discuter, que le président de la République et le Premier ministre discutent pour arrêter la position de la France, mais discutent de manière confidentielle, discrète. Et ensuite, la voix de la France, elle s'exprime. Or là, si M. Jospin continuait comme il l'a fait à 2 reprises, nous aurions 2 voix de la France. Ça fait une de trop. Dernière chose, M. Séguin, vous êtes maintenant le chef de l'opposition. Je suis le président du RPR. Est-ce que vous êtes, comme les Français, prêt à laisser du temps à Lionel Jospin pour qu'il puisse organiser son programme économique? On l'a vu dans un sondage. Lorsqu'on revendique dans une élection législative le pouvoir, il me semble qu'on doit être prêt à l'exercer. Il y avait une dissolution quand même qui n'était pas prévue. Oui, mais enfin, je n'ai pas cru comprendre que M. Jospin disait donc pousse, j'attends le coup d'après, etc. Il est le Premier ministre de la France. Il faut savoir que c'est très bien de prendre son temps, mais que pendant que M. Jospin prend son temps, il y a des tas de choses qui se passent. Je pense à toutes ces restructurations dans certains secteurs industriels. Nous avons des partenaires avec lesquels ces restructurations pourraient se faire, qui sont en train de chercher d'autres solutions. Alors, en tout état de cause, qu'on ne
viennent pas chercher de mauvais alibis pour justifier tout cela. Et en particulier cette espèce d'audit ridicule, inutile et paradoxal qu'on nous annonce pour le 21, pour, si j'ai bien compris, mettre en cause le gouvernement d'Alain Juppé et justifier ainsi des mesures difficiles qui seraient prises. La vérité, elle tient en quelques chiffres très simples. En 1990, fin 90, les déficits de la France, c'est 1,6%, d'après les critères de Maastricht. Lorsque les socialistes s'en vont en 1993, d'après le rapport Reynaud, qui a été utilisé de manière très discrète par M. Balladur, c'est 6,4. C'est-à-dire que les déficits de la France ont été multipliés par 4 par les socialistes de 90 à 93. Depuis que les gouvernements de l'ancienne législature ont été en place, on est passé de cette prévision 6,4 à 4,2 fin 1996, et probablement aux alentours de 3,5, 3,6. Alors, venir reprocher son laxisme au gouvernement d'Alain Juppé ou au gouvernement d'Édouard Balladur, c'est vraiment un peu fort de café. Et si c'est que ça qu'on a trouvé pour justifier de laisser du temps au temps, suspend ton vol, etc., c'est pas grand-chose. Monsieur Séguin, je vous remercie. Le 14 juin dernier, à Chaumont, en Haute-Marne, disparaissait la petite Corinne, 9 ans, qui n'a toujours pas été retrouvée. Aujourd'hui, un homme d'une quarantaine d'années a été mis en examen et écroué pour séquestration. Nous ne disposons pas d'informations sur le sort de la petite fille. Tous les vacanciers d'un camping de Bormes-les-Mimosas dans le Var se sont vus dotés à leur arrivée d'un bracelet permettant de les reconnaître parmi les centaines de vacanciers de passage qui avaient tendance à profiter, disons, des installations collectives du camping, ce qui ne plaisait ni aux propriétaires des lieux, ni aux locataires. Pour autant, cette initiative provoque des réactions contrastées. Alban Mikosi, Gérard Gallian. Le voici donc, ce fameux bracelet qui a fait couler beaucoup d'encre. Les 2000 estivants qui vivent au camp du domaine à Bormes-les-Mimosas se doivent de le porter. Sans faute, 10 jeunes surveillants y veillent. Eh ben, moi je trouve que c'est très bien. Moi ça me gêne pas du tout, je trouve que c'est très bien parce que ces dernières années on avait pas mal de difficultés, les douches étaient pleines et c'est très désagréable quand on sortait de la plage. À la base de cette décision, la situation du camping juste au-dessus de la plage de sable blond, immédiatement au bord de mer. D'où la tentation pour des milliers de baigneurs de traverser le camping à tout prétexte. Il fallait trouver donc une solution pour arriver à reconnaître une personne en maillot de bain qui était campeur ou qui n'était pas campeur. Donc on a essayé de regarder plusieurs idées, on a essayé de regarder un peu ce qui se faisait autour et on a opté donc pour ce fameux bracelet. Bien sûr, cela fera une marque supplémentaire de bronzage, mais dans l'ensemble, les campeurs acceptent plutôt bien cette identification. Au début, lorsque nous sommes arrivés, on s'est senti un peu marqués, comme des esclaves. Mais après quelques jours, j'ai ressenti, grâce à cela, un sentiment de sécurité. D'autres établissements du littoral varois se préparent à adopter un système similaire. Pour autant, ils affirment ne pas vouloir transformer leur terrain en forteresse. Les hôteliers du parc national du Mercantour dans les Alpes-Maritimes sont inquiets. Un récent rapport a montré des signes de radioactivité anormale dans la région, conséquence de la catastrophe de Tchernobyl, c'était il y a une douzaine d'années. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Le nuage de Tchernobyl a bien laissé des traces de radioactivité dans le parc national du Mercantour. 2 rapports, aussi bien publics que privés, le confirment. Le lac du Boréon est une de ces zones radioactives. Certains promeneurs ont préféré changer leurs habitudes alimentaires. Je ne voudrais pas manger du nucléaire. Mais c'est tout, hein. J'achète des champignons de Paris en boîte, au moins je suis sûr. Cela, ils poussent à l'ombre. La psychose radioactive contamine le commerce du Boréon, un site connu pour ses randonnées. On a des désistements, je ne suis pas le seul, l'hôtellerie, la restauration, les chevaux, en fait tout ce qui est touristique pâtit de ce manque d'informations en fait. Tout le monde veut connaître la vérité sur les conséquences de cette radioactivité des sols. Ici, elle est de 60 000 becquerels par kilo de terre. La norme est de 10 à 100 becquerels. Pour la CRIRAD, la commission d'information indépendante qui a fait un récent rapport, il faut approfondir le problème.
Il est absolument essentiel d'établir enfin une cartographie complète de la contamination des sols de ces régions et prioritairement donc dans les zones habitées, de façon à pouvoir enfin tenter d'établir peut-être quels sont les risques pour les populations locales. Les chercheurs de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire viennent de commencer leur deuxième campagne de prélèvement, notamment des mousses aquatiques d'excellents fixateurs de radioactivité. Selon eux, les zones habitées sont beaucoup moins exposées que les zones naturelles et les scientifiques se veulent aussi rassurants pour les visiteurs du parc. Quelqu'un qui serait ici, où il y a une des tâches les plus importantes qu'on ait relevées, et qui camperait pendant 15 jours, recevrait une dose inférieure à un vol aller-retour Paris-New York. La préfecture des Alpes-Maritimes a commandé une expertise de tous les produits naturels et comestibles du parc du Mercantour. Quant à Serge Adam, restaurateur présent depuis le passage du nuage, il souhaite être cobaye pour savoir si son exposition aux radiations ainsi que sa consommation quotidienne de champignons lui ont laissé des séquelles. C'est sans doute la plus grande fête populaire de l'été en Europe, la Feria de Pamplune dans le nord de l'Espagne, en Navarre. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues dès cet après-midi. Le maire de Pamplune a procédé à la mise à feu qui donne le coup d'envoi officiel des festivités qui vont durer une semaine et qui seront principalement marquées par des lâchers de taureaux dans les rues de la ville qui se terminent parfois très mal. L'événement de l'été à Marseille est beaucoup plus calme, c'est le mondial de pétanque. Plusieurs milliers de compétiteurs venus du monde entier pour une compétition très sérieuse. Mathieu Huchet, Dominique Bonnet. 11 000 joueurs de pétanque, 2 boules par compétiteur, ça fait 20 000 boules au soleil. Le trophée La Marseillaise n'est plus depuis longtemps l'affaire des Marseillais, c'est un vrai championnat du monde. Pour preuve, le pays du soleil levant a envoyé 3 équipes. Cette triplette japonaise a gagné un tour. Les indigènes curieux viennent voir de plus près la technique nippone. Comment ils jouent, monsieur? Ils jouent très bien, ils jouent très bien. Ah ouais, ils vont bien, les Chinois. La dame, là, elle a bien tiré 2 fois, là. Super. Beau carreau? Ouais, pas un carreau, mais elle a tapé 2 fois quand même. Ouais. Bien joué. Plus tard, ils vont faire mal. Vous pensez qu'ils vont gagner, là? Qui? Les Japon? Oui. Non, 100% non. Malheureusement. Ouais. Ils sont venus, ils ont vu, ils sont vaincus. Clic-clac, photo souvenir. Good day for you. C'était formidable. Vous avez gagné, you win this morning. Ils sont contents quand même, ils sont contents. Pas question de faire de cadeaux, les arbitres sont là pour trancher les points litigieux. À Marseille, on ne plaisante pas avec les boules. Mais 12 à 12, j'ai vraiment une belle partie. Ah, c'était une belle partie. Ouais. On aurait pu la perdre un peu avant, mais bon, ils n'ont pas voulu la gagner avant, alors nous on l'a gagné après. Mercredi, on connaîtra la triplette championne. Pour eux, 12 000 francs et 3 litres d'un nectar alcoolisé, bien connu en Provence. Cinéma sorti cette semaine du film Le Fan avec Robert De Niro en supporter inconditionnel d'une star du football américain, une admiration qui tourne à l'obsession puis au meurtre, un sujet qui n'est pas sans rappeler la tentative d'assassinat dont fut victime la joueuse de tennis Monica Seles. Comme à son habitude, Robert De Niro s'est imprégné du rôle avant de le jouer. Nicole Cornu-Langlois. Nous sommes en Amérique. Le sport populaire est le baseball. En France, ce serait le football. L'ambiance du stade est la même, avec ses champions et ses supporters. Et les rapports étranges, parfois dangereux, qui se créent entre certains. Là, le champion, c'est Bobby, Wesley Snipes. Le fan, c'est Gil, Robert De Niro. J'ai fait des recherches avec des gens qui ont des obsessions, des fixations sur des célébrités. Des politiciens par exemple, et qui collectionnent des photos de ces célébrités, des cassettes vidéo sur elles. J'ai eu des entretiens aussi avec des gens qui ont tué des célébrités ou qui les ont attaquées. Enfin, qui sont allés jusqu'au bout de leur délire, jusqu'à ce point de non-retour. Lorsque l'idole est en perte de vitesse, ce fan anonyme entre en communication avec lui et lui remonte le moral. Tu es le meilleur joueur qu'on ait jamais vu. D'un seul coup, tu t'en prends plein la gueule parce qu'un petit merdeux, un frimeur comme Primo vient te faire chier en te piquant ton numéro. Merde, c'est toi la star. Il y a une raison pour qu'on se paye 40 millions. Mais cette adulation va se transformer en folie meurtrière. Le fan tue le rival pour obtenir la gratitude du champion. Tout ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est pas seulement le baseball. C'est quoi? Ta maison? Ta bagnole de luxe? Tes 40 millions de chiottes? Hein? Dis-moi! C'est quoi les petits trucs qui comptent? Ce
qui compte, c'est mon fils. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est alors la surenchère de la violence, car le fan enlève l'enfant pour se venger et trouver ainsi la gloire. Les gens se montrent parfois ingrats envers vous. Alors il faut leur donner une leçon. Sous la direction de Tony Scott, un film efficace sur un sujet d'actualité, la célébrité comme cible potentielle. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.